Bismillah. Après ce bref repos technique fait à dessein pour ne pas vous perdre trop de temps, nous continuons la suite de l'exposé qu'on vient de commencer. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Retenons ça. La notion de plan, comme surface d'îlot tranquille, c'est la définition du plan. Elle est naturelle. La trajectoire d'un fil à plomb lâché, eh bien, c'est exactement la notion de droite. Mais l'angle d'incidence entre les deux, c'est par définition l'angle droit. Donc l'angle droit est tout à fait naturel. Et bien maintenant, le repérage. Donc je vais considérer ce qu'on appelle un repère. Je vais prendre un point O, une droite dans le plan horizontal que je choisis au hasard. Sur cette droite, je vais prendre un point I tel que OI est égal à 1. J'ai dit qu'on dispose d'une distance euclidienne. Et je fais la même chose en remontant la trajectoire de mon fil à plomb ou de ma pomme qui tombe. Et je mesure je définis le point J par OJ est égal à OI, distance euclidienne, est égal à 1. Question, pourquoi fait-on ça? Eh bien, parce que si vous avez un objet dans l'espace, où il est dans la partie à la droite horizontale, à ce moment le repère, on calcule le nombre de ce qu'on va appeler son abscisse, je mesure la distance qui le sépare de moi, et je lui attribuerai un nombre x qui est égal à la distance qui les sépare de moi. Question, est-ce qu'elle est calculable? Oui, bien sûr, j'ai choisi l'unité OI. J'essaie de calculer la distance du point à moi en utilisant l'unité. Et je vais donner ce qu'on va appeler son abscisse. Et je fais la même chose pour les points qui se trouvent sur la droite verticale. Sur la droite de la pomme qui tombe du pommier. Maintenant, si j'ai un point qui n'appartient ni à la droite horizontale ni à la droite verticale, est-il possible de le repérer d'une manière que tout le monde peut comprendre? Eh bien, l'une des façons choisies par les mathématiciens, c'est de projeter le point sur la droite horizontale. Question, comment le projeter? Eh bien, vous mettez une pomme au point et vous la laissez tomber. Et là, l'endroit où elle touche la droite horizontale, je vais le mesurer moi et lui donner lui faire correspondre un nombre. Ben c'est ça, ce que j'appellerais l'abscisse du point M. Retenez bien, pour trouver la projection orthogonale, qu'on va appeler orthogonale, du point M sur l'axe horizontal, ben je prends une pomme, je la mets en le point et je la lâche. Le point d'impact sur la droite, c'est lui qui va m'intéresser, moi. C'est la distance qui le sépare de moi, s'il est devant moi, elle est positive et derrière moi, négative. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce que je vais appeler l'abscisse du point M. Et je fais exactement la même chose pour trouver, je vais projeter le point M orthogonalement sur l'axe vertical. Vous allez me dire comment? Parce que là, il ne peut pas. Si vous mettez une pomme, elle ne va pas. Elle va tomber, elle ne va pas. Eh bien, il suffit de tourner les choses, de renverser les choses, de mettre la droite verticale en horizontale et l'autre, et vous obtenez, et vous appliquez la même chose. L'histoire de la pomme qui tombe va donner la distance entre moi et le point d'impact le point de chute de la pomme sur la droite verticale. Bien, ces deux-là s'appellent les coordonnées du point. On les appelle les coordonnées cartésiennes. Peut-être ça a été introduit par Descartes, je n'en sais rien, mais on les appelle les coordonnées cartésiennes. Donc maintenant, je sais définir les coordonnées cartésiennes.
Mais ceci, voici notre opinion personnelle. C'est un peu repérer le point de cette façon-là, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien si vous savez, vous n'avez pas d'obstacle pour aller, pour envoyer quelqu'un de haut au point. S'il y a une montagne entre moi et le point de chute, mais il y a un problème. Il faut qu'il passe par là. Je suppose que tout est horizontal. Eh bien, c'est pourquoi on introduit d'autres coordonnées beaucoup plus efficaces. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Comment les coordonnées? Le point, moi je suis en haut, le point il est dans le plan OIJ. Je mets une règle sur la droite horizontale. Je vais prendre un rapporteur pour calculer l'angle. Attention, l'angle, on suppose qu'on sait le faire comme le faisaient les gens depuis l'Antiquité. Mais nous, on va définir l'angle tout à l'heure, à notre façon. Mais on suppose que c'est l'ouverture. Eh bien, il va utiliser le rapporteur jusqu'au moment où il va déterminer l'angle entre l'axe, entre la droite horizontale et la distance entre moi et M, et OM. On suppose que OM est un vecteur qu'on n'a pas encore défini, mais patientez, on va le faire en détail. Eh bien, j'ai l'angle et est-ce que je peux calculer la distance? Avec les moyens actuels, on peut facilement calculer la distance en envoyant un faisceau optique. Au point, il va revenir très rapidement, au moins d'un milliardième de seconde, un millième, je n'en sais rien, mais j'ai la distance et j'ai l'angle. Et je vois que ça détermine parfaitement le point dans le plan. C'est à l'aide d'un rapporteur et d'un faisceau optique qui va me déterminer la distance très rapidement. Eh bien, l'angle, cet angle-là, qu'on appelle l'angle polaire, et la distance entre moi, O, et M, s'appelle, je ne sais pas comment on l'appelle, ces deux choses-là, on l'appelle en général ρ, et ça θ. Eh bien, les nombres ρ et θ s'appellent les coordonnées polaires du point M. Et ces coordonnées jouent un rôle central en physique. Parfois, il est très difficile d'utiliser les coordonnées cartésiennes. C'est bien beau pour nous mathématiciens, mais en physique, on utilise énormément la notion de coordonnées polaires. Après d'avoir défini, nous allons maintenant définir la notion de vecteur et la notion de plan, la notion d'angle. Et je vais essayer d'imiter ce que j'ai fait dans le premier exposé. Je prends 2 points A, B et 2 points C, D, dans ce sens-là. Ils ont des coordonnées, comme je viens de le préciser. Eh bien, je vais introduire une relation d'équivalence. Comme ça, vous devez vous habituer, faire l'amitié avec les relations d'équivalence. C'est fondamental dans la vie. Eh bien, je dis que le couple AB et le couple CD sont en relation si et seulement si. Là, je l'ai fait exprès pour répéter la même phrase que celle que j'ai donnée dans le premier thème. Si et seulement si A plus D égale B plus C. Somme des extrêmes égale somme des moyens. Mais vous allez me dire, oui, mais monsieur, il y a un problème. Avant, on avait des nombres, maintenant on a des points. Eh bien oui, le point A, vous allez l'assimiler à ses coordonnées, B à ses coordonnées, C à ses coordonnées, D à ses coordonnées, et vous avez l'écriture A plus D égale B plus C, somme des moyens égale somme des extrêmes. Eh bien, on démontre que c'est une relation d'équivalence, et on appelle vecteur par définition une classe d'équivalence pour cette relation d'équivalence. Pour l'angle, je vais tenter d'être bref, mais pour les angles, c'est dangereux, comme il faut leur accorder un soin particulier. Je vais définir l'angle entre 2 vecteurs. Je vais prendre dans un premier temps les vecteurs unitaires et issus de O. Donc, les points, les extrémités des vecteurs appartiennent au cercle unité.
Et le vecteur U et V ont des composantes dans l'extrémité, ont des composantes dans le repère. Ben, le premier, je l'appelle AB, U. L'autre, je l'appelle XY. Eh bien, je vais appeler rapidement au couple UV, je vais associer, ne me demandez pas pourquoi, on verra plus tard, je vais associer le couple AX plus BY et, virgule, AY moins BX. Eh bien, on montre, je vais être très bref, on montre que ça c'est une relation d'équivalence. Et on appelle angle une classe d'équivalence pour cette relation d'équivalence. Et avant de passer, on va faire une petite récréation avant de passer à la suite.